Bienvenue à cette session du Chômeur Digital et je suis ravie de vous avoir parmi nous. Je suis Émilie Cerizet, consultante SIA média chez Cybercité. J'ai 5 ans d'expérience en agence, 4 ans chez l'annonceur. Je suis spécialisée Google Ads. Cybercité, en quelques chiffres, c'est 130 experts. C'est la première agence de trafic indépendante. On a 15 millions de chiffres d'affaires. On a 6 agences en France. On accompagne au quotidien nos clients afin de répondre au mieux à leurs besoins sur Internet, notamment sur tous les sujets SIA média, content marketing, data analytics, SEO, inbound marketing, mais aussi on a la chance de pouvoir développer nos propres outils et de les utiliser au quotidien grâce à notre service R&D. Google Ads et Smart Bidding. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est parti. Let's go back in time. Google AdWords est né en octobre 2000. À l'époque, on était d'ailleurs sur un modèle au CPM et l'approche était plutôt keyword-centrique. J'achète mon mot-clé. Mon objectif, c'est d'être au-dessus des résultats de référencement naturel. Donc, il y avait cette petite concurrence entre SEO et SIA. À partir de 2018, on est passé de Google AdWords à Google Ads et au-delà du changement de nom, il y a eu un changement de méthode. On est plutôt allé sur de l'intention. On a plutôt eu envie de comprendre comment derrière un mot-clé, il pouvait y avoir tout un panel de besoins différents pour une même requête. Petit aparté, comment on définit l'intention par les mots-clés? Je vais vous donner un exemple plutôt rapide avec le mot-clé « Voyage Islande ». Derrière ce mot-clé, quand moi je le tape aujourd'hui, mon intention pourrait être je suis prête à acheter mon voyage en Islande. Je tape cette requête pour concrétiser. Ça peut être aussi une personne qui se dit l'Islande, ça me tente, mais il y a aussi d'autres pays. Je vais taper voyage Islande à titre informationnel pour avoir des informations sur la destination. Une personne qui tape voyage Islande pourrait sous-entendre qu'elle recherche un circuit, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas de vol, elle ne veut pas d'hébergement. Ce qu'elle veut juste savoir, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire sur place. Donc, vous voyez, derrière ce même mot-clé, voyage Islande, il y a tout un panel de possibilités. Sur Google Ads, aujourd'hui, on commence à mieux comprendre les intentions et à mieux les définir pour mieux scénariser notre approche. En 20 ans, notre métier a bien changé. Il nous faut de nouveaux outils, d'où le smart bidding. Alors, qu'est-ce que le smart bidding? C'est avant tout un outil à destination des publicitaires. C'est du coup une technologie avancée qui repose sur le machine learning visant à générer de la croissance en répondant aux objectifs uniques de chaque annonceur. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le smart bidding qui nous permettrait d'utiliser donc des enchères définies automatiquement. Dans ce cas-là, je vous vois venir. Est-ce que l'IA fait tout? Je vous spoil. Pas totalement, bien sûr qu'il fait énormément de choses. Aujourd'hui, puisque on est plus sur de l'intention, on peut plus se permettre de faire nos enchères nous-mêmes. Donc, l'IA ne va pas faire tout, mais il va nous aider et contribuer à nous dégager beaucoup plus de temps et à aller plus loin. On a eu accès à de nouveaux signaux sur lesquels on pouvait apposer des ajustements d'enchères en tant que publicitaire. On a eu par exemple le calendrier. On sait par exemple qu'en voyage, les journées où il y avait un pic de réservation ou un pic de recherche, c'était le mardi. On pouvait voir aussi sur certaines audiences que les audiences étaient plus chaudes une fois qu'elles avaient regardé le guide de voyage ou une fois qu'elles avaient regardé telle ou telle partie de votre site. Il y avait aussi les signaux des appareils qui nous ont été accessibles, ordinateur, mobile et tablette, et enfin la localisation. Donc ça, ce sont les 4 signaux auxquels on a eu accès, auxquels on peut faire des ajustements d'enchères. Mais il y a d'autres signaux qui sont accessibles à la machine, par exemple les applications, les créas d'annonces, tout ce qui est OS, les partenaires de recherche Google, tous les sites qui utilisent un moteur de recherche et qui du coup ont accès aussi à la publicité en marque blanche. On a les langues, le navigateur et les recherches internautes. Donc ce qui est intéressant avec le smart bidding, c'est que il va pouvoir en fait prendre en compte au moins 2 ou plus signaux au moment de la mise aux enchères en temps réel. À part faire des tendances, je n'aurais pas pu faire ce qu'aujourd'hui me propose le smart bidding. Un petit exemple concret, imaginons pour le mot-clé voyage Islande, je peux faire des ajustements d'enchères sur tous les appareils suivants, ordinateur, mobile, tablette, TV. Je peux faire des ajustements d'enchères sur les audiences que je souhaite. Donc là, imaginons, j'utilise 5 audiences. Je peux faire également des ajustements d'enchères sur le genre, femme-homme, sur les tranches d'âge, et enfin, sur les jours de la semaine. Je peux vous dire qu'en temps réel, sur un même mot-clé, j'aurais eu à peu près 2352 possibilités à traiter pour être sûr que l'intention derrière Voyage Islande et l'enchère concordent parfaitement à ma stratégie. Mais il y a plein d'autres briques à prendre en compte. Car derrière une bonne hygiène de compte se cache toute une multitude de paramètres. On appelle ça les 4 A, attribution, automatisation, audience et assets. Aujourd'hui, vous voyez bien que le smart bidding est une pierre angulaire clairement à toute une stratégie de structure de compte, mais ce n'est pas tout. On pourrait avoir la meilleure approche et utiliser le meilleur outil. Si tout le reste n'est pas cohérent, n'est pas OK, c'est contre-productif. Je peux vous dire qu'il existe des freins qui pourraient aller à l'encontre de cette bonne utilisation de cet outil. Les premiers auxquels je pense, c'est la structure de compte. En fait, pour pouvoir utiliser tout ce qui est IA et machine learning, il faut donner du volume, de la variété et il faut que ça soit traité rapidement. Les freins du smart bidding, ce serait une structure Google non friendly. Il faut aussi une structure cohérente pour le budget. C'est
pas tant votre capacité financière qui fait que vous serez le meilleur publicitaire, c'est plutôt votre manière de le gérer. Il y a aussi une cohérence du champ sémantique à exploiter. Vous me dites, je vends du voyage en Islande. Par contre, j'aimerais bien me positionner sur train parce que c'est un moyen de transport qui peut être concurrent. Rien à voir. On se concentre sur ce que vous faites et ce que vous vendez. Et enfin, il faut des annonces attractives. Si on ne sait pas vendre par rapport aux concurrents, bien sûr que ça va se sentir. Le second frein, ce sont les objectifs. Une campagne égale un objectif et le budget est géré par campagne. On y va petit à petit. Voilà, il y a la conversion qui est là, il y a l'acquisition qui est là, il y a la notoriété qui est là, etc., etc. Un tracking fiable, c'est la base. En tout cas, tant que la data remonte et que la volumétrie est quasiment la même tendance que votre CRM et votre Analytics, on est bon. Il n'y a pas que ça en termes de freins. Donc, il y a bien sûr ce qu'on fait sur Google Ads et bien sûr vos objectifs, mais il y a aussi ce qui se passe sur votre site. Il y a le temps de chargement de l'ALP. Ça, c'est pris en compte. Ça impacte le quality score. Ça impacte, du coup, in fine, votre mise aux enchères. Il y a le call to action. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est visible? Est-ce que votre site est mobile friendly? Et enfin, est-ce qu'il y a les éléments de réassurance visibles? Ça, c'est encore un argument pour l'internaute. Et le dernier, c'est l'offre proposée. Est-ce que vous avez une offre attirante par rapport à la concurrence? Est-ce que la perception de votre produit est comprise par l'internaute? Quelles sont les typologies de sites sur lesquels le smart bidding peut s'appliquer? Du coup, tous. Vous avez les sites générateurs de leads, les conversions, par exemple, formulaire de contact, demande de devis, inscription à un webinaire, ça peut être un téléchargement d'un livre blanc. Voilà, tout ça, ça constitue un site lead gen. On a aussi les sites e-commerçants, donc là, pas besoin de rentrer dans le détail, je pense que vous avez compris. Et aussi les sites vitrines. Ça, c'est plus des sites, on va dire, corporate, où l'idée est de faire du trafic, de parler de la marque, de parler de l'entreprise. Vous avez un objectif qui est de générer de la conversion. Ce que vous cherchez en vous lançant sur Google Ads, c'est un volume de conversion. La stratégie d'enchère qui pourrait être OK pour votre objectif, c'est maximiser les conversions. Et le KPI principal que vous allez suivre, c'est la conversion. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas s'embrouiller. Bien sûr qu'on va regarder le trafic, bien sûr qu'on va regarder les impressions, le CTR, le CPC, etc. Mais quand on utilise le smart bidding, on ne peut pas se disperser parce que c'est vrai que la fonction, elle est axée sur votre objectif principal. C'est une enchère du coup qui est définie automatiquement. Vous allez du coup apposer un budget quotidien. Donc ce budget va être clairement dépensé sur la journée. Il n'y a pas d'historique nécessaire, donc c'est quelque chose qui est arrivé il y a 1 ou 2 ans. Il faut bien sûr avoir un tracking fiable. Pour du lead, il pourrait y avoir un problème de qualité. Il pourrait également y avoir un problème de coût par conversion parce que comment marche cette stratégie d'enchère? C'est j'ai un budget défini sur ma journée et de A à Z, je dois absolument maximiser ma conversion sur ce budget défini. Du coup, le coût par conversion n'est pas pris en compte dans sa méthode de calcul. Si cette stratégie d'enchère ne vous convient pas parce qu'effectivement, il y a du volume, mais on atteint des coûts par conversion beaucoup trop élevés, vous avez du coup une autre stratégie d'enchère qui permet de le faire. Votre objectif, donc, vient de changer, qui n'est de ne pas dépasser un coût d'acquisition établi. Le smart bidding dont je vous parle, c'est le CPA cible et le KPI que l'on va suivre, c'est le coût par conversion. Les enchères sont définies automatiquement. La stratégie d'enchère va maintenir le CPA donné, qu'importe le volume de conversion. Donc ça, j'insiste là-dessus. Il se base sur l'historique de votre campagne. Il n'y a pas besoin de minimum de conversion, mais ça se base quand même sur l'historique. Et il faut aussi avoir un tracking fiable. Les risques, c'est la perte de volume. Parce que l'objectif de cette stratégie d'enchère, c'est vraiment de maintenir le CPA. L'idée de cette stratégie d'enchère, en gros, c'est ça, c'est de se dire, je ne dois pas dépasser 80 € sur la journée, sur ces 24 heures. Du coup, je peux me permettre d'aller plus haut parce que je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir redescendre le CPA avec un autre internaute, etc., etc. Pour les e-commerçants, vous avez 2 stratégies d'enchère qui sont très intéressantes. Si votre objectif principal, c'est d'obtenir plus de chiffre d'affaires, vous pourriez maximiser la valeur de conversion. Et le KPI principal suivi, c'est la valeur de conversion. Toujours une stratégie d'enchère qui est mise automatiquement et qui a pour objectif d'augmenter votre chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'historique nécessaire et bien sûr, il faut avoir un tracking fiable. Les risques, c'est la rentabilité. La machine va se dire, moi, ce qu'il faut, c'est vendre. Ce n'est pas forcément vendre le produit qui coûte le plus cher, du coup, être rentable. Non, c'est vendre. Donc, le moins cher jusqu'au plus cher. Si vous avez cette problématique de ROI, il existe une autre stratégie d'enchère qui s'appelle le ROS cible. Le KPI que vous allez suivre, c'est la valeur de conversion sur les coûts. Son utilisation, c'est toujours une enchère qui est définie automatiquement. Par contre, il faut un minimum de 15 conversions sur les 30 derniers jours. Sur le search, il faut au moins 15 conversions sur le mois dernier. En shopping, il faut au moins 20 conversions sur les 45 derniers jours. Et en display, il faut au moins 15 conversions sur les 30 derniers jours. Et il faut avoir un tracking fiable. Le risque en utilisant cette stratégie d'enchère, c'est aussi la perte de volume comme en CPA cible. Ensuite, on a des stratégies d'enchère que l'on peut utiliser sur les sites vitrines. Imaginons, vous, votre objectif, c'est augmenter le nombre de visites sur le site.
du coup le volume de clics, il y a une stratégie d'enchère qui s'appelle maximiser les clics et le KPI principal qu'on va suivre, c'est les clics. Maximiser les clics, c'est intéressant parce qu'on va effectivement trouver du volume. Par contre, on ne va pas garantir la qualité du trafic. Et la dernière stratégie d'enchère, quand vous avez envie d'améliorer votre visibilité, il existe une stratégie d'enchère qui s'appelle le taux d'impression cible. Donc, le KPI principal que vous pourriez suivre, c'est le taux d'impression. Pas toujours une enchère définie automatiquement, mais parfois, on a des CPC assez élevés parce qu'on est trop gourmand sur cette stratégie d'enchère. Les risques sont là, c'est la qualité et aussi le volume de trafic. Parce que, attention, votre objectif de base, c'était améliorer votre visibilité, pas votre trafic. Comment l'IA peut nous aider à aller plus loin? Je vais vous donner des datas qui sont assez intéressantes. On sait que 94% des internautes recherchent des expressions composées de plusieurs mots. Et on a 15% de nouvelles requêtes chaque jour. Avec ces deux datas, on comprend bien qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler avec l'IA à nos côtés et qu'on ne peut pas lui tourner le dos. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouveautés chaque année. Aujourd'hui, on va donner jusqu'à 15 titres différents, uniques, jusqu'à 6, 7, 8 descriptions différentes, plus une URL. Et c'est derrière l'IA qui va travailler pour nous et créer des combinaisons pour sortir une annonce. Et c'est Google qui va tester les meilleures combinaisons. On a eu aussi une grosse nouveauté en début d'année, c'est la fin des types de correspondance modificateurs de requêtes larges. L'expression exacte avant prenait moins de liberté que le modificateur de requête large. Aujourd'hui, l'expression exacte a pour but de quasiment prendre la même fonction que ce que faisait le modificateur de requête large. Concrètement, ça donne quoi? Avec le smart bidding, aujourd'hui, sur GRDF, en 2 ans, en augmentant de 31% nos investissements, on a pu augmenter de plus de 221% notre volume de conversion et baisser notre CPA à 59%. Sur Top Office, donc un site e-commerçant dans le secteur de la fourniture de bureaux, sur 2 ans, on a pu augmenter de plus de 112% les investissements, augmenter de plus de 310% notre valeur de conversion et du coup impacter positivement notre ROI à plus de 93%. Et un dernier exemple sur un site vitrine qui est Sodebo. Sur les 3 dernières années, en baissant nos investissements de moins 28%, on a pu augmenter de plus 153% nos clics et baisser notre CPC à 71%. Et souvent, c'est une question qui tombe chez nous, c'est il se passe quoi si le smart bidding ne marche pas? C'est pas tant que le smart bidding ne marche pas, puisque c'est un outil qui est bien programmé, c'est juste comment nous, on l'utilise. Le smart bidding, c'est une brique dans la structure de compte. Mais Google Ads, c'est une brique dans l'ensemble de votre plan média. Tout ce que vous faites autour sur votre site, ça va énormément nous servir, que ce soit les optimisations techniques SEO, votre création de contenu. La plupart de nos campagnes maintenant se basent sur votre contenu. Donc, plus vous avez du contenu fourni et qui traite du champ sémantique sur lequel vous voulez vous positionner, mieux c'est pour nous. Tout ce qui est contribution, tracking, plan média, etc., ces leviers-là sont importants pour le smart bidding et importants dans notre gestion au quotidien de vos campagnes.